bonjour à tous. Avant de commencer, je me présente. Je suis Juliette Lenrouillet, rédactrice en chef du média Know You, un média environnemental à destination de la jeunesse. C'est le petit dernier de France Télévisions, en gros. Aujourd'hui, on est là pour parler pendant 30 minutes de l'eau, cet autre enjeu des JO. Quand on lit environnement et Jeux Olympiques, on pense rarement à l'eau, on pense plutôt aux millions d'émissions de CO2 que ça peut contribuer, à la biodiversité qui peut être affectée par la construction des bâtiments ou encore aux déchets produits par les supporters, les personnes qui viennent, mais pas vraiment à l'eau. Et pourtant, le changement climatique met le monde du sport face à une nouvelle problématique, celle de la raréfaction de l'or bleu. Alors, on va voir comment est-ce que le monde du sport et les Jeux Olympiques peuvent s'adapter à cette nouvelle problématique. Et sur une note plus positive, les JO de Paris, ce sont aussi les JO de la dépollution de l'eau, les JO de la Seine, enfin avec la Seine au cœur. À main levée rapidement, qui ici serait intéressé pour une petite baignade dans la Seine à partir de 2025 ? Moi, ça me tombe. Voilà, pour parler de tous ces enjeux avec nous aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir François Gémen, chercheur, enseignant, président du conseil scientifique de la Fondation pour la Nature et l'Homme et également membre du GIEC. Bonjour François Gémen. Bonjour à tous. Et à ses côtés, Pierre Rabadan. Pierre Rabadan, vous êtes échangeur de rugby professionnel, mais aujourd'hui désormais adjoint à la mairie de Paris en charge du sport, des Jeux Olympiques, Paralympiques et également de la Seine. Bonjour Pierre Rabadan. Bonjour à tous, merci de nous accueillir. Merci à vous deux d'être venus pour cette discussion. Et pour commencer, je pense que c'est bien de revoir les bases. Alors, je me tourne vers vous, François Gémen. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi l'eau est un enjeu aujourd'hui et comment, face au changement climatique, et comment cela va impacter le monde du sport ? D'abord parce que très clairement, on a longtemps cru en France notamment, et on a longtemps considéré l'eau comme une ressource un peu intarissable, qui n'avait pas besoin de réglementation ni de tarification spécifique. On se rend compte aujourd'hui que la France est elle aussi touchée par des épisodes de sécheresse et que donc par conséquent, il va y avoir une nécessité de répartir les usages de l'eau, sinon ça risque de devenir rapidement assez conflictuel. On a vu l'épisode violent de Sainte-Soline. Alors il ne s'agit pas ici de dire si on est pour ou contre les bassines, c'est un autre débat, mais à l'évidence, on avait un affrontement violent en France entre deux groupes autour de la question de l'usage de l'eau. Et donc, il va falloir naturellement réglementer cet usage de l'eau, s'interroger sur ses allocations. Et les Jeux Olympiques, comme tout événement d'envergure, sont évidemment très consommateurs en eau. Et donc, il y a potentiellement le risque, si on tombe pendant une période de sécheresse, qu'il y ait des moments de pénurie ou de restriction. Ça, c'est le premier élément. L'autre élément qui me paraît très important, c'est qu'il y a aussi toute une série de sports qui sont évidemment très consommateurs d'eau et où là, on va pouvoir réduire, parfois par des moyens techniques, l'empreinte sur l'eau. Et puis, j'ai envie de dire qu'il y a l'autre versant. Ça, c'est le versant sur un peu la protection de la ressource. Il y a aussi, et peut-être de façon plus significative encore pour le sport et pour la scène, la question de l'adaptation face aux impacts du changement climatique. On sait que les villes seront particulièrement touchées par des phénomènes de vagues de chaleur. On sait que Paris fait partie des villes en Europe qui seront les plus touchées par ces vagues de chaleur, parce que c'est une ville très dense et très minérale. Et donc, il va y avoir un impératif en termes d'adaptation à multiplier les points d'eau et les lieux de baignade en ville. Alors, on sait malheureusement que le nombre de piscines à Paris est relativement limité. Et il est certain que la possibilité d'avoir une piscine à ciel ouvert sur la Seine, évidemment, serait un élément essentiel de la résilience de la ville face aux impacts du changement climatique et particulièrement face aux vagues de chaleur. Merci beaucoup. Pierre Rabadan, je me tourne vers vous maintenant. Face à cette nécessité d'attention et d'économie de l'eau, est-ce que les Jeux Olympiques de Paris 2024 se sont organisés pour faire attention à ça, à la consommation de l'eau par rapport aux supporters, par exemple ? Vous avez dit beaucoup de choses, ça me donne envie de donner déjà beaucoup d'éléments de réponse, mais pour répondre à votre question, oui, bien sûr, on a vu dans les étés précédents, que ce soit cet été où il a beaucoup plu au mois de juillet, ou l'été d'avant où là on a eu une période de restriction à l'échelle nationale qui était un peu moins forte pour Paris, parce que Paris est bien alimenté en eau, avec la Seine, la Marne, l'Yonne, mais on a aussi évidemment un enjeu majeur de protection de l'eau et de lutter contre la pollution de cette eau aussi, et c'est un peu l'enjeu qu'on a autour de la Seine.
Évidemment, on voit que les plus grosses périodes de consommation d'eau sont liées à la chaleur qu'il fait. Et pour rejoindre ce que disait François, évidemment, plus il fait chaud, plus on consomme d'eau. Pour vous donner un ordre d'idée, on attend pendant les Jeux Olympiques à peu près plus de 15 millions de personnes à Paris. Alors, comme ça peut paraître énorme, mais en même temps, c'est que 3 millions de plus que d'habitude. Donc on va avoir une augmentation potentielle de la consommation d'eau. C'était peut-être plus 7% de consommation d'après le C'est ça. Paris. Donc normalement, on a 12 millions de personnes à cette période qui viennent à Paris, sur la période des Jeux. Là, on va passer à plus de 15 millions. Donc on va avoir une consommation qui va aussi dépendre de la température extérieure. Donc bien sûr, tout ça a été anticipé tant sur les sites de compétition que sur les sites de festivités. Et évidemment aussi, l'objet du contenant de l'eau est un enjeu majeur. Vous parlez de la création de déchets. On se sert des Jeux pour travailler avec les partenaires des Jeux. Pour ne pas le citer, Coca, qui est un partenaire du CIO, pour transformer le modèle, sortir de l'usage du plastique à usage unique et essayer d'avoir un cercle plus vertueux, d'avoir moins d'emballage, moins de déchets et de faire plus attention à l'eau. Ça, c'est en termes de capacité de consommation, on aura la possibilité d'y répondre, même si on a des températures élevées. Température élevée veut dire aussi créer des zones d'ombre, qui n'existe pas forcément aujourd'hui. François disait que Paris est une ville très minérale. C'est aussi pour ça qu'on essaye de végétaliser la ville. On part de loin parce que c'est une ville très dense et très minérale, mais on a plusieurs actions qui relèvent de la politique publique, qui ne sont pas liées au jeu. Mais avec Paris 2024, on travaille sur les zones d'approche, sur les zones d'attente des spectateurs pour en cas de forte canicule, bien sûr qu'ils puissent se rafraîchir, évidemment, mais aussi trouver des zones d'ombre, parce qu'on sait que être en plein soleil quand il fait plus de 40 degrés, c'est peu supportable. Donc la consommation en volume, elle est absorbable en l'état aujourd'hui. Le sujet plus large, me semble-t-il, c'est comment aujourd'hui, dans un environnement qui est celui de Paris, une ville très dense, qui concentre beaucoup de monde, beaucoup d'activités, comment on prend plus soin de l'eau. On a une régie publique qui s'appelle Eau-de-Paris, qui est responsable de l'eau publique. C'est une régie publique qu'on a décidé il y a quelques années, je ne sais pas combien de temps, mais il y a une vingtaine, 10 ans, voilà, de reprendre en régie publique pour justement travailler sur cette ressource en eau, sécuriser son approvisionnement, travailler à sa dépollution. Et c'est un lien direct évidemment avec la Seine, puisqu'aujourd'hui, ce que l'on a pu faire grâce au jeu dans un temps relativement court, on a mis moins de 10 ans pour aller vers une qualité de l'eau qui sera baignable à partir de 2024. Ça, sans les jeux, sans une date butoir, on aurait mis entre 10 et 15 ans de plus à le faire pour porter l'ensemble des travaux qui ont été faits pour arriver à ce résultat-là. Donc c'est un parcours transversal qu'il nous a fallu mener, mais il est essentiel. Pour terminer, on a construit les villes autour de l'eau, et puis on en a détourné le regard et on en a fait un déversoir de pollution pendant quasiment un siècle. Et il fallait réinverser ça. Et c'est vrai qu'on a profité de l'opportunité d'accueillir le plus grand événement du monde à Paris pour accélérer les transformations nécessaires, pour se reconnecter avec l'eau. François le disait, l'objectif c'est évidemment de faire les épreuves de compétition dans la Seine en 2024, mais j'allais dire qu'il est presque anecdotique. Notre objectif à nous, c'est d'ouvrir dès 2025 3 sites de baignade dans Paris pour avoir ces points de rafraîchissement qui sont nécessaires en cas d'extrême chaleur. Et on l'a fait déjà au bassin de la Villette. Pour ceux qui connaissent, on a depuis 9 ans un bassin qui accueille chaque été beaucoup de monde, plusieurs centaines de milliers de personnes, parce qu'on le voit, dès qu'on dépasse les 35 degrés, c'est pris d'assaut, et c'est normal, on cherche des zones de rafraîchissement. On a 40 piscines à Paris, c'est pas assez par rapport à la densité de la population, mais c'est plus que n'importe quelle autre ville en France, notamment parce qu'on a un parc, mais qui n'est pas suffisant. Vous avez anticipé mes prochaines questions qui se tournaient sur la possibilité d'une canicule ou d'une sécheresse durant les Jeux Olympiques. François Gémet, est-ce que les choses qui sont mises en place par Paris pour l'été prochain vous semblent intéressantes, ou qu'est-ce que, en tout cas, à l'échelle plutôt des villes, il est plutôt recommandé pour s'adapter à cette raréfaction de l'eau et à ces sécheresses? Je dirais que c'est un immense chantier, et donc très clairement, on n'aura pas tout résolu d'ici l'été prochain et d'ici les Jeux Olympiques. C'est d'abord un enjeu de végétalisation de la ville,
parce que vraiment, c'est ce qui permet de gagner quelques degrés qui vont être cruciaux. Et donc, mettre des arbres dans des rues, c'est pas juste pour faire joli, mais c'est parce que très concrètement, il y a un différentiel qui peut aller jusqu'à 4, 5, 6 degrés entre une rue non arborée et une rue arborée. C'est un enjeu aussi de dépétonisation des cours de récréation, par exemple. Et ça, je sais que c'est un processus qui est déjà en cours, mais qui prendra encore du temps. Alors, c'est un enjeu aussi d'architecture. Et là, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué dans une ville historique comme Paris. Il y a évidemment toute une série de normes et de pratiques d'architecture qui sont plus adaptées à des grandes chaleurs que certaines normes d'architecture qu'on a pu privilégier par le passé. Dans le passé, on a beaucoup fait du verre et du béton. Très clairement, ce n'est pas le type d'architecture qui est le plus adapté aux phénomènes climatiques que va connaître une ville comme Paris. Et puis, bien entendu, il y a l'enjeu de l'eau, l'enjeu de multiplier les points d'eau. Et malheureusement, vu la densité de la ville, on ne va pas pouvoir construire des piscines partout. Et donc, la possibilité d'avoir une piscine à ciel ouvert dans la Seine serait vraiment une ressource très, très précieuse face aux impacts du changement climatique. Et donc, moi, quand on m'interroge sur l'impact écologique des Jeux Olympiques, bien entendu, il y a l'empreinte carbone qu'il ne faut pas négliger et qu'il faut réduire au maximum, mais aussi, je crois qu'il faut aussi voir ce que les Jeux vont pouvoir apporter en termes d'aménagement urbain, en termes de points d'eau, et aussi, je l'espère, en termes de messages à faire passer à l'ensemble du monde, puisque c'est un des rares événements de portée mondiale. Peut-être pour rebondir, je le dis pour que tout le monde en ait bien conscience. Quand je disais qu'on a gagné 10 ou 15 ans, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, évidemment, la Seine, elle ne passe pas que dans Paris. Elle prend sa source vers Dijon et elle va jusqu'au Havre, avec d'autres rivières qui la rejoignent. L'enjeu, c'est quoi ? C'est, avec une date butoir, d'avoir l'État et l'Agence de l'eau, les collectivités territoriales, la métropole du Grand Paris, la métropole du Havre, la métropole de Rouen. Toutes ces collectivités-là, il fallait qu'elles mènent un certain nombre de travaux majeurs, et en amont de Paris aussi, avec les différents conseils départementaux, sur un temps court, avec la diversité politique que vous connaissez. Donc imaginez, si on n'avait pas eu le vecteur des Jeux, on n'aurait sans doute pas pu, on ne le saura sans doute jamais, mais nous on mesure ça aujourd'hui, il fallait quelque chose d'assez puissant pour réunir toutes ces collectivités en dehors des clivages politiques et porter un certain nombre d'investissements, y compris sur les usines de traitement des eaux, par exemple, y compris sur les raccordements des bateaux à différents ports, y compris sur le traitement des eaux pluviales. Et ça aurait été très difficile et ça se serait fait sur un temps beaucoup plus long. Donc c'est cet effet d'entraînement, cet effet d'accélération que nous apportent aussi les Jeux et qui est très, très important. Mais ce n'est pas le seul. Effectivement, on pourra après on devra amener d'autres solutions en dehors de la baignade en Seine. Et le rafraîchissement, l'accès à l'eau. Aujourd'hui, il y a 1200 points d'eau dans Paris accessibles, mais ce n'est pas suffisant. On ne les connaît pas tous. Donc là, on est en train de les cartographier pour les mettre à disposition. On va en rajouter 700 dans les sites d'approche et dans les zones d'approche, ce qu'on appelle à proximité des zones des zones de compétition et des sites de compétition. Et on va essayer aussi de mettre en place des ombrières temporaires. Je pense notamment, parce qu'on vient de finaliser un partenariat avec la société qui a empaqueté l'Arc de Triomphe. Vous savez, vous vous rappelez de l'empaquetage de l'Arc de Triomphe, et on recycle le tissu et les cordes pour en faire des ombrières durant les Jeux. Donc voilà, on essaye de trouver des systèmes qui vont permettre de créer à la fois des zones de rafraîchissement parfois. J'ai eu le cas, et j'en termine par là, sur le village rugby par exemple, qu'on a fait place de la Concorde pour la Coupe du Monde de rugby. L'enjeu que j'avais, qu'on avait, c'était savoir pour le match d'ouverture France-Nouvelle-Zélande, quel temps il allait faire. Il y a 15 jours avant, on m'a dit il va pleuvoir. Bon, compliqué, parce que s'il pleut, il n'allait pas y avoir grand monde. Et au final, on a eu une canicule. Donc, à une semaine, quand on a eu les prévisions météo stabilisées, il a fallu déployer des brumisateurs, des points d'eau supplémentaires, des accès à des zones d'ombre et de rafraîchissement sur site pour que ce soit supportable. Donc voilà, ça, c'est anticipé. Ça, c'est un truc d'aménagement logistique qui est évidemment très important, mais il y a aussi un vrai enjeu sur la question de la performance sportive. On sait que les Jeux Olympiques, c'est un moment où beaucoup de records olympiques ou mondiaux sont battus. Les conditions climatiques influent naturellement sur la performance sportive. On a beaucoup dit que Bob Beamon, par exemple, en 1968, si je ne dis pas de bêtises, n'aurait pas battu le record du saut s'il n'y avait pas eu ces conditions
d'altitude et de qualité de l'air. Et donc, très clairement, une atmosphère qui va être plus chargée en humidité ou des températures plus chaudes vont aussi affecter les performances des athlètes et donc la possibilité de faire des records. Et peut-être faudra-t-il corriger certaines performances en fonction des conditions climatiques. Oui, Paris 2024 a d'ailleurs prévu de décaler certains horaires, notamment pour les courses d'endurance, qui sont des courses de fond qui nécessitent des ressources physiques très importantes, a prévu en fonction des conditions météo, d'avoir des variations d'horaires pour pouvoir les adapter. Et puis évidemment, on pense au marathon, qui est un peu l'épreuve la plus dure, j'en sais rien, j'en ai jamais fait encore, mais sans doute l'une des plus difficiles. Et là aussi, il y a une question de à quelle heure on part. Il y a eu le débat à Tokyo notamment, puisque pour ceux qui s'en rappellent, le marathon a été déplacé à Sapporo parce qu'il faisait trop chaud à Tokyo et que ce n'était pas possible. Donc voilà, il y a, comme le disait François, des adaptations nécessaires, mais qui vont au-delà des Jeux Olympiques et Paralympiques. Je pense que le monde sportif va aussi devoir se réinterroger, d'abord au vu de la tenue de ses compétitions, ses horaires, ses conditions, et puis également parfois aussi au vu de son impact carbone et de la répétition de grandes compétitions qui peuvent peut-être se faire dans des timings différents ou à des horaires différents ou avec un certain nombre d'adaptations qui sera nécessaire. On ne peut pas vivre en dehors de la réalité. La réalité est celle du changement climatique trop rapide. Et pour revenir sur le sujet de l'eau, vous avez abordé le sujet déjà un petit peu, mais passons à la Seine. L'assainissement de la Seine, plusieurs tests ont été faits cet été, pas tous concluants. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça fonctionne déjà et où est-ce que ça en est ? Alors, on a jusqu'à 18h là, ça non. Alors, je vais essayer de faire court. Un quart d'heure. Deux éléments pour expliquer ce qui s'est passé cet été. D'abord sur le premier test qui était la natation marathon, donc sur le site qui sera celui pour les Jeux. Donc c'était le 4 et 5 août. Là, on a eu une période de pluie des 10 jours avant qui n'était pas arrivée en termes de... On a eu 120 mm d'eau sur les 15 jours précédents. C'est pas arrivé depuis 1965. D'avoir un tel volume d'eau. Et on sait aujourd'hui qu'il nous reste quelques travaux qu'on va finaliser début 2024 pour réguler l'eau de pluie, parce qu'en fait, dans le système des égouts parisiens, lorsqu'il pleut beaucoup, ça remplit les égouts, et lorsque les égouts sont remplis, ils déversent dans la Seine, et c'est le facteur majeur de pollution. Donc ça, c'était l'explication pour laquelle la qualité de l'eau n'était pas bonne pour les deux premiers tests. Ensuite, pour le test du triathlon, il y a eu 3 jours où on a pu nager, un jour d'entraînement et 2 jours, un pour le triathlon femme, un pour le triathlon homme. Et effectivement, pour les 2 derniers jours, là aussi, on a dû annuler parce qu'on était repassé juste au-dessus du seuil, parce qu'il y a une légère pollution dont on ne connaissait pas l'origine à la base, mais maintenant on la connaît. Elle vient d'une vanne automatique qui est une vanne qui est située au niveau de l'usine de Tolbiac, qui était indiquée comme fermée et qui en fait était défaillante. Donc il y avait une fuite d'eau usée dans cette vanne qui a amené une petite pollution et qui nous a fait passer juste au-dessus du seuil. Ce qu'il faut peut-être retenir, c'est qu'on a des mesures extrêmement précises de la qualité de l'eau. Il y a un règlement. Lorsqu'on est en dessous de cette mesure, ça veut dire qu'on peut se baigner sans risque, évidemment. Donc quand on est en dessous, on autorise la baignade. Quand on est au-dessus, on l'interdit. C'est exactement ce qu'on fait au bassin de la Villette depuis 9 ans. Jamais personne n'a été malade à ma connaissance. Quand le taux, et c'est arrivé 10 fois cette année, parce que c'est lié beaucoup aussi à la pluie, quand le taux est défavorable, la baignade n'est pas ouverte. C'est exactement ce qu'on fera sur la Seine. Et bien sûr, ce test nous a amené, avec la préfecture de région et l'État qui a un certain nombre de compétences, et la ville sur son système de surveillance, notamment des réseaux souterrains de traitement d'eau, à mettre en place un plan qu'on va annoncer dans les prochains jours, beaucoup plus strict de surveillance du réseau, parce que dans l'exemple que je vous ai donné, le tableau d'affichage a affiché vanne fermée, alors qu'en fait, il y avait de l'eau usée qui s'en écoulait. Donc voilà, ponctuellement, ce qui s'est passé. Ce que ça veut dire, c'est que c'est multifactoriel, qu'il faut changer beaucoup de choses, qu'il y a des travaux qui vont être finalisés et prêts début 2024, notamment au bassin d'Austerlitz, où on crée un grand réservoir d'eau de pluie de 50 000 m3 qui va nous aider à stocker les eaux de pluie pour qu'elles évitent de remplir les égouts et de se déverser dans la Seine et donc de polluer l'eau de la Seine.
Et donc, est-ce qu'il y a un prochain test de prévu? Quelles sont les prochaines étapes là? Non, il n'y a pas de prochain test. Hein. Il y en avait 2. Donc, je pense, on aurait préféré qu'il y ait moins d'annulations, hein, clairement, mais au moins, ça nous a servi à comprendre un certain nombre de mécanismes. Donc, c'est pour ça que servent les tests aussi. Exactement. Il va y avoir une surveillance extrêmement renforcée de tous les acteurs du fleuve, et ils sont nombreux, hein, je l'ai cité tout à l'heure. Mais je ne suis pas très inquiet, honnêtement. Aujourd'hui, les résultats sont en constante amélioration. On est très proche des seuils de manière permanente. Quand il pleut très fort, ce qui est le facteur principal de dégradation de l'eau, on va avoir des outils de mesure. Hein. Nous, on a le bassin d'Austerlitz, mais il y a 4 autres ouvrages qui sont construits en amont de Paris pour réguler les eaux de pluie. Et puis après, on va avoir une meilleure surveillance du réseau pour pas que des eaux usées viennent polluer la qualité de l'eau de la Seine et qu'on puisse y baigner, bien sûr pour les épreuves des Jeux. Et si jamais, pour différentes raisons, il y avait une qualité d'eau au jour J de la compétition dégradée, on pourra le décaler d'un jour ou deux, ce qui est généralement le temps nécessaire pour que la qualité de l'eau revienne lorsqu'il n'y a pas de fuite ou de pluie à un résultat satisfaisant. Je vais y arriver. Voilà, donc là-dessus, moi, je ne suis pas très inquiet. L'évolution des 10 dernières années est vraiment très encourageante. Les travaux qui ont été faits amènent des résultats, mais c'est aussi travailler avec l'ensemble des acteurs de la Seine. Par exemple, à Paris, c'est 260 bateaux dans Paris qui font soit du logement, soit de l'activité de restauration, commerce et autres. Tous ces bateaux-là, il faut qu'ils respectent la règle. Donc maintenant, ils ont la capacité de se raccorder au réseau de traitement des eaux et ils auront l'obligation à partir de début 2024. Donc là, on a aussi tout un travail de contrôle et de rigueur qui a déjà été commencé, mais qui doit être finalisé. Donc il y a des enjeux en amont de Paris, il y a des enjeux dans Paris, il y a aussi des enjeux en aval, même s'ils n'impactent pas directement les Jeux. Et l'objectif, pour rebondir sur ce que disait François, c'est effectivement dès 2025, dans Paris, mais il y a d'autres communes en Île-de-France qui sont très intéressées pour ouvrir des zones de baignade, c'est d'avoir non pas une, mais 3 zones de baignade à ciel ouvert, comme vous disiez, et notamment à côté d'ici, puisqu'il y en aura une qui sera en face de l'île aux Cygnes, vers le pont de Grenelle. Ok, merci beaucoup. J'ai une dernière question sur la dépollution de la Seine. Vous parlez de normes, de règles. Justement, je crois que la ville de Paris se base sur des normes européennes. Et je voulais savoir, en fait, parce que l'organisation Surfrider Foundation, qui d'ailleurs a un stand de l'autre côté du couloir pour information, ont publié un manifeste pour demander un changement dans cette norme européenne qui ne demande que d'atteindre certaines normes, seuils, côté bactériologique et pas de pollution chimique. Et je voulais savoir si Paris regardait cette pollution chimique et essayait de respecter certaines normes à ce niveau-là ou se porter uniquement sur une pollution bactériologique. Et si oui, est-ce que ce sera vraiment sans danger de se baigner dans la Seine en 2025? Évidemment, si on autorise la baignade, c'est qu'elle est sans danger. Après, on répond à la réglementation qui est une analyse bactériologique. S'il y a une pollution autre, elle doit être surveillée par notamment la préfecture de région et pour les spécialistes, la DRIEAT, qui a la compétence de l'eau et qui doit, auprès de l'ensemble des utilisateurs de la Seine, surveiller qu'il n'y ait pas effectivement de pollution autre que celle des pollutions bactériologiques. C'est évidemment un enjeu majeur. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a évidemment l'enjeu de la qualité de l'analyse de l'eau bactériologique, hein, ce qui est celle sur laquelle on se base pour autoriser la baignade. Mais évidemment, l'ensemble des acteurs de la Seine doivent aussi répondre à un cahier des charges extrêmement strict pour ne pas déverser une pollution quelconque dans la Seine. On sait que c'est arrivé par le passé, hein, il ne faut pas se mentir. Il y avait, je pense, une négligence globale de l'ensemble des acteurs. Et alors là, tout confondu, un privé, public, bon, c'était pas grave. La Seine, c'était un lieu de transport de personnes, de logistique, etc. Mais comme on ne pouvait pas s'y baigner, on pouvait mettre un peu ce qu'on voulait là-dedans, c'était pas très grave. Je crois que d'abord la requalification des quais de Seine et maintenant la reconquête de la Seine sont 2 éléments majeurs pour reconnecter aussi les habitants, mais c'est pas que Paris, hein, c'est l'ensemble des habitants à proximité des points d'eau, pour reprendre conscience de la nécessité de prendre soin de l'eau et peut-être de lui donner une entité juridique propre un jour. C'est un débat qui est en cours et qui, à mon sens, serait nécessaire, mais qui sera essentiel à l'avenir parce que l'eau se raréfie. Alors si celle qu'on a, on la pollue,
ça risque de faire une équation qu'à un moment on ne saura plus résoudre. Oui, justement, je voulais savoir s'il y avait des choses qui... Enfin, en fait, une fois que la Seine est dépolluée, comment éviter qu'elle soit repolluée? Est-ce qu'il y a des choses qui vont être mises en place, des nouvelles normes, règles pour les bateaux, justement, ou des choses comme ça? Alors, les bateaux, ils ne peuvent plus déverser directement dans la Seine, puisque normalement, ils sont maintenant obligés tous d'être accordés, ce qu'on a à un port, pour dire ça clairement, et d'évacuer leurs eaux usées dans le réseau des égouts des villes auxquelles ils sont rattachés. Donc ça, il y a eu des travaux qui ont été faits sur 7 ports dans Paris pour que l'ensemble des 260 bateaux puissent et doivent maintenant s'y raccorder. C'est un travail important. C'est aussi vrai en amont de la Seine et de la Marne, où il y a des logements, c'est même pas des bateaux, hein, des logements qui n'ont pas de raccordement à un réseau de traitement des eaux usées. Donc ça concernait à peu près 25 000 branchements d'habitation individuelle. Donc il faut petit à petit résorber. On en a fait déjà 8 000. Donc tout ça continue. Mais là, on est sur une pollution bactériologique que je qualifierais de mineure, entre guillemets, par rapport au volume d'eau qui s'écoule dans ces cours d'eau-là. Mais c'est très important parce que je crois que le signal politique serait vraiment pire que tout si la Seine était baignable au moment des Jeux Olympiques et ne l'était plus après. Vous savez, on reproche parfois aux Jeux Olympiques leur manque de durabilité, notamment sur certaines infrastructures, sur certains équipements qui sont utilisés pendant la durée des Jeux et puis abandonnés. Si on envoyait comme signal qu'on a dépollué la Seine pour pouvoir courir certaines épreuves et puis qu'après, il n'y ait pas d'héritage pour les Parisiens, ça serait vraiment un signal politique catastrophique. Mais si je peux dire, c'est complètement l'inverse. C'est pour ça que je vous disais que ce n'est pas anecdotique que les compétitions se déroulent dans la Seine. Bien sûr, ça a été le moteur de l'accélération des transformations nécessaires, mais l'objectif, depuis le départ de la requalification et de l'amélioration de la qualité de la Seine, il est de pouvoir que le grand public puisse s'y baigner dès la fin des Jeux, c'est-à-dire à l'été 2025. Oui, justement, c'est une question que je voulais poser à François Gémen. Est-ce que c'est important, enfin on a un petit peu évoqué le sujet déjà, mais on n'y pense pas beaucoup à cette importance de se réapproprier un fleuve local, un lac, une rivière, face au changement climatique Oui, ça va être vraiment un élément essentiel de l'adaptation et de la résilience. Et c'est vrai que jusqu'ici, on a sans doute négligé cet aspect en grande partie parce qu'on se pensait un peu immunisé face aux impacts du changement climatique, parce qu'on voyait l'eau comme une sorte de ressource inépuisable. Je pense que nous devons prendre conscience de notre propre vulnérabilité. C'est sans doute le premier pas vers l'adaptation. Et le second pas, c'est de se réapproprier toute une série d'espaces naturels et de points d'eau qui sont à notre disposition et qu'on a sans doute un peu par arrogance, dirais-je, presque par vanité, qu'on a négligé dans le passé. Peut-être dire un mot aussi sur un phénomène qui concerne finalement la qualité de l'eau, et particulièrement dans Paris. Aujourd'hui, quand vous jetez quelque chose par terre dans la rue, il y a de grandes chances qu'il termine dans l'eau et dans la mer. On le sait pour les plastiques, on en parle de plus en plus, mais c'est quelque chose dont peu de gens ont conscience. J'imagine que peut-être la plupart des gens ici, pour la plupart des gens, c'est le cas. Mais quand on jette un mégot par terre, il se peut que lorsque les rues sont nettoyées ou lorsque c'est balayé, ça finisse dans les égouts, in fine, si ce n'est pas arrêté dans les usines de traitement des eaux, et ça pollue ces eaux-là. Donc on a tout un changement aussi éducatif à faire. Alors je ne parle pas de ceux qui jettent directement des choses dans la Seine, hein, ça existe. On est avec Christophe qui est là, on a descendu, on a fait la traversée dimanche, et quand je suis passé devant le pont de Iéna, j'ai vu une canette de coca tomber, poum, directement dans l'eau. Donc nous on était en canoë, donc on a évidemment ramassé celle-là et quelques autres bouteilles qui traînaient. Donc on a un sujet aussi d'abord de nettoyer les cours d'eau. Je vais peut-être vous dire quelque chose qui va vous étonner, mais quand j'ai pris la compétence de la Seine à la ville, un jour j'ai posé la question de savoir comment nettoyer ce qui se trouve sur le cours d'eau. Vous avez tous vu des déchets qui parfois stagnent parce que les températures augmentent, donc les algues poussent plus et elles retiennent aussi plus les déchets du fait qu'elles sont apparentes. Et du coup, on m'a dit, à Paris, il n'y en a pas en fait, il n'y a pas de système de ramassage. Alors j'étais très étonné. Donc du coup, j'ai posé la question au préfet, on a monté un groupe de travail, donc maintenant on a
un objet, un marché qui a été passé pour nettoyer l'eau en surface, qui est un élément important aussi pour rendre la scène attractive en termes de baignade. C'est vrai que quand on y voit des déchets, on n'a pas forcément envie d'aller s'y baigner. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a aussi mis en place. Mais tout ça, c'est aussi voilà, une réappropriation, un changement de culture sur la gestion des déchets. Il faut en produire évidemment moins, mais ceux que l'on a, il faut le mettre dans des cercles plus vertueux. Et évidemment, quand on jette quelque chose par terre, il y a de grandes chances que ça finisse dans l'eau. Et malheureusement, le plastique a des conséquences majeures et sur les écosystèmes et aussi sur nos consommations, parce qu'on sait que malheureusement, on en consomme aussi indirectement. Donc voilà, tout ça est quelque chose d'extrêmement lié et sur lequel il va falloir dans les années à venir aussi comprendre que les interactions entre tous ces phénomènes, et il faut prendre soin beaucoup plus de l'eau et de nos écosystèmes qu'on ne l'a fait. C'est un long processus et François, il travaille au quotidien avec le GIEC et sans doute d'autres personnes ici. Moi, j'essaye de faire le maximum aussi à mon niveau, mais c'est un vrai problème. Il y a une vraie pollution de l'eau au niveau mondial, hein, et particulièrement dans des pays en développement aussi. On se sert aussi, et je t'en termine par là, pardon, je suis très long, mais vous voyez que c'est un sujet qui m'interpelle pas mal, mais on se sert aussi des jeux pour essayer de sortir de l'usage du plastique à usage unique. Donc de passer sur des modèles plus vertueux, de plus utiliser de bouteilles qu'on utilise une fois et qu'on jette, même si pour certaines elles sont recyclables, mais qu'une fois. Voilà, donc tout ça est un modèle qui doit nous servir à accélérer un certain nombre de transformations nécessaires. Bien sûr, les jeux, ça émet du CO2, plus que si on ne se réunissait pas. Après, la question de savoir, on en parlait juste avant avec François une sur autre France conférence. Info. Voilà. Doit-on continuer à faire ces grands rassemblements qui sont émetteurs de CO2 ? Moi, je crois que ça a certaines vertus et ce que l'on va avoir cranté pour les Jeux, qui sont le plus grand événement qu'on a jamais organisé en France, servira ensuite pour tout le reste. Nous, après 2024, si vous êtes un organisateur de courses sur route, par exemple, de running, eh ben, si vous utilisez du plastique à usage unique, vous ne serez plus autorisé à faire votre course dans Paris. Voilà, et l'échéance, c'est 2024. Et justement, pour conclure un petit peu et sortir de ce sujet-là, enfin d'agrandir un petit peu, justement, le monde du sport, c'est un domaine de promotion de valeur. Est-ce que vous pensez que les JO ou le secteur du sport de manière générale, c'est important qu'ils deviennent un peu pas un étendard, mais de s'intégrer beaucoup plus dans cette démarche de promotion, en tout cas de protection de l'environnement, puisque c'est un domaine de promotion de valeur? Je pense que c'est extra. Pour moi, quand on discute de l'empreinte d'un événement comme les Jeux Olympiques, c'est là que se trouve l'essentiel, en fait. C'est un des rares événements qui a vraiment une portée mondiale. Et donc la question, pour moi, c'est quel message est-ce qu'on va transmettre ? Et je pense, au risque d'être un peu naïf, que c'est aussi, au moment d'une montée très forte des nationalismes, un moment où l'on peut prendre conscience de ce qui nous unit, de ce qui nous relie tous les uns aux autres, dans ces moments de communion, dans ces moments de fête, dans ces moments de célébration. Et moi, je dis souvent le principal ennemi du climat, c'est même pas tant les énergies fossiles, ce sont les nationalismes. C'est-à-dire le fait de réfléchir uniquement pour soi, plutôt que pour les autres. Et donc là, il y a vraiment un gros enjeu, à mon sens, sur le message universaliste qu'on va pouvoir porter au travers des Jeux Olympiques. On sait combien certaines cérémonies d'ouverture ont eu un énorme impact. Je me souviens très bien de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Londres qui vraiment projetait l'Angleterre dans le XXIe siècle, s'appuyait sur son passé, la projetait vers l'avenir. On sait combien on a glosé et polémiqué sur la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby, que certains trouvaient passéiste et archaïque, et d'autres, au contraire, trouvaient qu'elle célébrait des valeurs très françaises. La vraie question, c'est quel est le message qu'on va envoyer au monde qui va nous regarder, et j'espère que ce sera un message qui verra la transition écologique comme un projet qui peut rassembler les gens et qui peut faire en sorte qu'on considère aussi les intérêts de l'autre, parce que la lutte contre le changement climatique, ce n'est pas une lutte pour soi, c'est aussi une lutte pour les autres, et je trouve que les Jeux Olympiques sont une formidable caisse de résonance pour ça. Oui, je partage, on peut vous applaudir, effectivement. Je partage à 200% ce qui vient d'être dit, et j'ajouterai un élément au-delà du message qu'on va envoyer, qui est ce que l'on souhaite faire aussi, hein, et je pense que la France a un rôle à jouer majeur dans ce message à porter. Et c'est bien l'ambition que l'on a depuis 2015 hein, maintenant, et depuis la phase de candidature. J'ajouterai une chose. Dans les Jeux Olympiques et Paralympiques, on a des athlètes
femmes, hommes, de toute nationalité, qui peuvent s'emparer et porter des messages. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de fans de sport ici, mais c'est des influenceurs. C'est des gens qui, si eux changent leurs habitudes, ils vont pouvoir montrer à des millions de personnes qu'il faut le faire. Tous ne le font pas aujourd'hui, on ne va pas se mentir. En revanche, il y a... Certains font même le contraire. Certains Quand ils dépassent en 747, beaucoup, sans doute. Mais du coup, je pense que là aussi, il y a un rôle très important. On en parlait avec une athlète tout à l'heure. Il y a ce rôle modèle. Ce rôle modèle, il va dans les deux sens. Mais j'espère qu'à l'occasion des Jeux, il va mettre une lumière très forte sur ces enjeux environnementaux qui vont guider quoi qu'il en soit, qui vont guider la vie de demain. Donc voilà, moi je crois beaucoup que les athlètes, et il y en a, alors c'est pas peut-être les plus connus aujourd'hui, c'est peut-être les plus médiatisés, mais il y en a qui se battent et qui ont envie de faire entendre cette voix nécessaire de la préservation de nos écosystèmes. Écoutez, ça fait une très belle conclusion. Il ne nous reste plus que 10 secondes, donc je vais terminer là. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci François Gémen, merci Pierre Rabadan. Un plaisir. Si vous avez des questions, on sera juste ici. Merci. Merci beaucoup.